Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo placée sous le signe de la cryptozoologie où aujourd'hui on va parler du chupacabra, le fameux chupacabra, le suceur de chèvre, comme l'appellent les Espagnols. Et oui, c'est ça que ça veut dire, chupacabra, cabra à la chèvre, chupa, sucer. Le suceur de chèvre, de son nom scientifique, Capri mulgus. Capri mulgus, qui donc, vous diront les latinistes, veut dire suceur de chèvre. Capri, la chèvre, mulgus, donc comme les caprins, et mulgus, sucer. Capri mulgus, je vous en montre une photo ici. Voici l'espèce Capri mulgus solala, qui est donc l'un des oiseaux les plus rares au monde. Hein, quoi? C'est un mensonge? Oui! Tu as raison, oui. Tu as raison. C'est effectivement, ce titre de vidéo était tout à fait putaclic. Nous allons parler des seuls et des vrais et des uniques chupacabras qui existent réellement, à savoir les engoulevents. Voilà. Les engoulevents, c'est ça, les vrais chupacabras. Capri mulgus, c'est le nom scientifique de la famille des engoulevents, enfin du genre des engoulevents, qui signifie littéralement les suceurs de chèvre, parce que ce sont des oiseaux, des petits oiseaux nocturnes, enfin des petits, des fois ils atteignent la taille d'une poule quand même, mais ce sont des oiseaux nocturnes qui ont une bouche tellement grande que les Espagnols, notamment, enfin que les hispanophones et même les latinophones de manière générale, font référence à ces animaux, les ont appelés des suceurs de chèvre parce qu'ils ont une bouche tellement grande qu'en fait ils pensaient que la nuit ils sortaient pour aller téter le pis des chèvres. Je suis même pas sûr qu'on dise un pis pour une chèvre, pour être tout à fait honnête, mais bref, ils allaient téter le pis des chèvres pendant la nuit, et c'est pour ça que les hispanophones ont appelé ces engoulevents des chupacabras, des suceurs de chèvre, et c'est pour ça que leur nom scientifique, c'est Capri mulgus, suceur de chèvre. Et donc aujourd'hui, on va parler, on va quand même parler cryptozoologie aujourd'hui, on va parler de l'engoulevent du Netchisar, qui est un engoulevent d'Éthiopie qui a été découvert, je vous montre l'article ici, en 1992, c'est écrit ici. Il a été découvert donc en Éthiopie, dans les plaines du Netchisar, en 1992, et il n'est connu que par une petite aile et par ce qu'en dit ce bouquin, à savoir une très très brève description d'une rencontre qui a duré à peu près 30 secondes. Donc on est vraiment sur de la cryptozoologie au sens le plus pur du terme, à savoir des animaux qui sont cachés. Parce que là, pour le coup, il se cache bien, l'engoulevent du Netchisar. C'est un des oiseaux les plus rares du monde. C'est pas le zosio le plus rare du monde, mais c'est un des oiseaux les plus rares du monde. Il n'a réellement été observé qu'une seule fois. Et c'est tout. Mais la plupart des scientifiques reconnaissent son existence, d'une part parce qu'on en a des restes physiques, cette aile, cette seule et unique aile, dont on n'a toujours pas réussi d'ailleurs à extraire de l'ADN. Je précise tout de suite, je préchote les questions, on n'a pas encore réussi à en extraire de l'ADN de cette aile, ou on n'a pas suffisamment essayé encore, hein, peut-être qu'il y a aussi pas suffisamment de gens qui s'intéressent aux engoulevents du Netchisar pour avoir réellement mis beaucoup d'efforts à essayer d'extraire de l'ADN de cette aile. Mais oui, il a été très très peu observé. Et là où je trouve que c'est une histoire très très intéressante en termes de cryptozoologie, c'est que en fait ce livre, donc que j'ai lu tout récemment, ce livre, il met une distance à toute la littérature cryptozoologique, mais de fou. Juste complètement de fou. Donc c'est un livre qui s'intitule, en anglais, La recherche de l'oiseau le plus rare du monde. Tout simplement. Voilà. La recherche de l'oiseau le plus rare du monde. The Search for the Rarest Bird in the World. C'est un livre qui a été écrit par, c'est même pas un ornithologue, c'est un enthousiaste des oiseaux sud-africains. J'ai que le mot enthousiaste des oiseaux. En anglais, on dit un birder. C'est les gens qui collectionnent les observations d'oiseaux comme on collectionne les cuillères ou les images Panini, en fait. C'est sa passion. Il vit pour ça. Il vit pour observer des oiseaux, le gars. Mais c'est pas son métier. C'est juste sa passion. Donc c'est une occupation curieuse, on va dire.
Et bref. Et donc c'est le seul à avoir observé ce chupacabra du Nechissa. Je vais dire ça maintenant, le chupacabra du Nechisar. Voilà, juste pour juste pour troller. Donc c'est le seul à avoir observé le chupacabra du Nechisar. Alors il était pas tout seul, il avait une équipe, dont un ornithologue dont le nom c'est le docteur Sinclair, je crois, de son nom. Ils étaient toute une petite équipe. Et en fait là où je trouve que ça met une distance gigantesque à toute la littérature cryptozoologique, c'est parce que on a donc un cryptide, un animal d'une rareté extrême, hein, qui n'est connu que par très peu d'observations, aucune en réalité. Arrivé à ce moment-là, d'ailleurs, il a jamais été observé en fait, hein, le chupacabra. Donc arrivé avant ce livre, il a jamais été observé. Donc si vous considérez la découverte de cette aile comme une observation, il n'est connu que par une seule et unique observation. Et donc le gars décide avec son pote ornithologue, on va aller le trouver. On va en Éthiopie, on va dans le Nechisar, et on va le trouver. Ils y vont, ils le cherchent, et ils le trouvent. Fin. C'est un livre qui est très chiant, ouais. C'est un livre dont je recommande pas spécialement la lecture, c'est ça le pire, parce que c'est un livre qui est très chiant. Le livre, en réalité, il y a que 2 pages sur l'observation du chupacabra, et c'est tout. Le reste, c'est on est arrivé en Éthiopie. Oh, ça me rappelle la fois où je suis arrivé en Amérique du Sud pour aller observer tel oiseau. Et puis ensuite, on est arrivé au parc du Nechissa. Les arbres étaient vraiment grands. Ça m'a rappelé la fois où je suis allé observer des oiseaux en Chine ou en Amérique du Nord. Et en fait, c'est que des anecdotes de sa vie d'observation d'oiseaux. Et quand ils arrivent au Nechisar, ils cherchent l'oiseau, ils le trouvent, générique de fin. Et c'est comme ça que toutes les aventures cryptozoologiques devraient se terminer, si leurs animaux existaient. Parce que si leurs animaux existaient, en les cherchant, on les trouverait. Les Bigfoot, les Loch Ness, les tout ce que vous voulez, là, toute cette zoographie d'animaux aussi improbables que, même pas seulement improbables, impossibles. Il y en a certains qui sont biologiquement impossibles. Le monstre du Loch Ness ne peut pas biologiquement exister, il est trop gros. Pour sa petite flaque d'eau en Écosse, le Bigfoot n'a aucun ancêtre possible. C'est un grand primate en Amérique du Nord. Il n'y a pas eu de grand primate en Amérique du Nord depuis 30 millions d'années. D'où voulez-vous qu'il sorte, votre gorille? Il n'y a même pas de primate depuis 30 millions d'années en Amérique du Nord. Le dernier primate qu'il y a eu en Amérique du Nord, c'était un truc qui ressemblait à un lémurien. Donc ça vous montre, en fait, c'est un livre qui vous montre comment la vraie bonne cryptozoologie devrait être faite. Ah, on a entendu parler d'un animal qui vit à cet endroit-là. Allons à cet endroit-là, on va à cet endroit-là, on le trouve. Générique de fin. C'est tout. C'est ça la bonne cryptozoologie. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien voir que on a des outils de fou, en fait, pour arriver à déterminer si un animal existe ou pas. On a des technologies de fou. On est capable de prendre un échantillon de terre, de séquencer l'ADN qu'il y a dans cet échantillon de terre et d'en déduire l'existence d'animaux qui vivent ou ont vécu là depuis plus de 50 000 ans. Donc ça s'appelle l'ADN environnemental. Et on l'a fait en Amérique du Nord, l'ADN environnemental, dans plein de grottes, dans plein d'endroits différents. On a trouvé de l'ADN de chevaux qui se sont normalement éteints depuis 10 000 ans. On a trouvé même de l'ADN de mammouth, de mastodonte, mais on n'a jamais trouvé d'ADN de grand singe. Mais c'est juste pour pointer du doigt le fait que tous ces cryptozoologues qui prétendent que l'absence de preuve n'est pas la preuve d'absence, hein, le motto de la cryptozoologie, la phrase sans laquelle la cryptozoologie n'a aucune raison d'exister, certes, mais il arrive un moment où en fait, à force de ramener des preuves que t'as touché le fond, tu devrais avoir compris que t'as touché le fond. Quand quelque chose existe, son existence n'est pas antiseptique. Tout dans la nature, et surtout tout en biologie, n'existe que aux dépens de quelque chose d'autre. Ou dit autrement, il va forcément y avoir des traces de ton animal, il va forcément y avoir un fragment d'aile, une plume, des crottes. Même un petit oiseau nocturne, ils y sont allés, pouf, ils l'ont vu. Et ça, c'est parce que, rien n'existe sans laisser de traces. On entend des cris, on voit des traces de pas. Des traces de pas qui ne ressemblent pas à des planches de bois qu'on a imprimées dans le sol, hein, j'entends. On voit des crottes, on voit des poils, et puis surtout si c'est un gorille, on le voit
tout court, le gorille. Ça se voit, un gorille quand même, ça s'entend, mais au début ça s'entend, et quand on trace, et quand on remonte la piste, ça se trouve. Et vous avez aussi, vous pouvez lire ce qu'a fait Diane Fossé sur comment on trace les gorilles dans la jungle. Les gorilles, quand ça se déplace, ça défonce tout. Ça défonce tout sur son passage. C'est pour ça que là je dis ça c'est à ça que devrait ressembler de la vraie bonne cryptozoologie scientifique. Vous n'avez pas besoin d'être forcément scientifique pour y arriver. Il suffit juste d'un peu de bon sens. Et puis c'est juste vous arrivez, vous trouvez, et point. Si ça existe, vous le trouvez. Et si ça n'existe pas, soit vous pouvez juste admettre que ça n'existe pas, soit vous pouvez continuer à assembler, à gratter le fond de votre baril d'absence de preuves et à ramener des trucs qui sont pas convaincants. Donc c'est pour ça, j'ai trouvé la lecture de ce livre très très intéressante parce que justement c'est la découverte du Chupacabra en vrai. Sauf que c'est pas du tout ce à quoi tu t'attendais et c'était très 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 anticlimactique. Parce que quand on cherche, on trouve. En science, quand on a des bonnes raisons de croire que quelque chose existe, quand on le cherche, on le trouve. Voilà, c'était juste une petite pastille pour vous rapporter mes impressions suite à la lecture de ce livre. Si ça vous intéresse, vous pouvez le lire. Personnellement, comme je l'ai dit, je le recommande pas spécialement. Mais si vous êtes intéressé par l'ornithologie, c'est un livre très intéressant. Voilà. Donc aux fans de Miss Plume qui nous regardent, voilà, vous pouvez lire ce livre. À très bientôt sur notre chaîne, salut.